Il y a environ 2300 ans, le philosophe grec Platon évoquait l'existence d'une île paradisiaque engloutie par les océans, l'Atlantide. Naviguant entre science et mythologie, beaucoup de chercheurs à travers le temps disent l'avoir localisée. Je pense qu'il est temps de faire un point sur l'Atlantide. Platon est un philosophe grec né au 5e siècle avant Jésus-Christ et qui est considéré comme le père fondateur de la philosophie occidentale. La quasi-totalité de son œuvre est composée de dialogues qu'il imagine entre différents personnages. C'est dans deux de ces dialogues, nommés le Timée et le Critias, que Platon évoque l'Atlantide. La source des informations qu'il livre est un peu confuse, alors on va se faire un petit schéma. En moins 570, dans le temple de Saïs en Égypte, un prêtre égyptien a raconté l'histoire de l'Atlantide à Solon, un homme d'État athénien. De retour en Grèce, Solon l'a confié à Dropides. Un jour, Dropides l'a raconté à son petit-petit-fils Critias. Critias l'a raconté au philosophe Timée de Locrèce, qui le raconta à Socrate, et c'est l'échange entre Timée et Socrate que Platon écrit. Si vous voulez lire l'intégralité des deux textes qui parlent de l'Atlantide, je vous ai préparé deux petits PDF, je vous mets les liens dans la description pour les télécharger. Dès le début du dialogue, Platon fait une précision très importante en disant qu'il ne s'agit pas d'une fiction, mais d'une histoire vraie et d'un intérêt capital. C'est une île gigantesque qu'on pourrait qualifier d'île-continent car elle est plus grande que la Libye et l'Asie réunies. Elle se situe dans l'océan Atlantique au-delà des colonnes d'Héraclès qu'on appelle également les colonnes d'Hercule. Il s'agit de deux montagnes qui se situent autour du détroit de Gibraltar. Il y a le rocher de Gibraltar qui est au sud de l'Espagne et le Djebel Moussa situé au nord du Maroc. Les événements qui sont racontés sont datés de 9000 ans avant l'époque de Solon, l'homme d'État dont je vous parlais tout à l'heure. Ça nous renvoie à une Atlantide en activité aux alentours de 9500 avant Jésus-Christ. L'île est divisée en 10 royaumes dirigés par Atlas et ses 9 frères. Atlas est le fils de Poséidon et d'une jeune mortelle qui s'appelle Clito. Quoi? Chaque royaume possède sa propre capitale qui est calquée sur la cité-mère du royaume et cette cité-mère, elle a été dessinée par Poséidon. Elle est située sur une colline entourée de 3 canaux, de 2 ceintures de terre et il y a une avenue qui permet de passer de la ville extérieure à la cité-mère. Au centre de cette cité, il y a le centre religieux des Atlantes, le temple de Poséidon. C'est ici que les souverains de l'île se réunissaient pour créer des lois et décider de l'avenir de leur royaume. Ce temple attestait de la virtuosité des Atlantes dans le travail des métaux et la construction en général. Il était entouré d'un mur d'or, les plafonds étaient faits d'ivoire incrusté d'argent et la salle principale était dominée par une immense statue de Poséidon conduisant un char à 6 chevaux ailés. Avant leur séance, les rois atlantes devaient sacrifier un taureau au nom de Poséidon et se vêtir d'une robe d'un bleu sombre. Autour de cette cité, il y a un mur d'enceinte composé de pierres blanches, noires et rouges. Ce qui nous pousse à penser que visiblement, Platon avait lu Blanche-Neige. L'île est riche en ressources naturelles, parmi lesquelles un métal mystérieux qui s'appelle l'oricalque. Il s'agit probablement d'un alliage de cuivre et de zinc qui se rapprocherait un petit peu du laiton. Les animaux sauvages ne craignent pas les humains, ils vivent en parfaite harmonie et le climat est continuellement idéal. Selon Platon, l'opulence des monarques atlantes était prodigieuse et telle qu'on n'en avait jamais vu de pareil et qu'on n'en reverra sans doute jamais plus. Bref, c'est un petit paradis terrestre sur lequel vit un peuple savant, philosophe et en parfait accord avec son environnement. À mesure que le temps passe, le matérialisme commence à envahir les esprits des Atlantes. Ils se mettent à fabriquer des armes et veulent conquérir d'autres territoires. Après des années de guerre, ils ont envahi tout le bassin méditerranéen et ont étendu leur empire jusqu'en Égypte. Il n'y a que Athènes qui arrive à résister à l'envahisseur. Le matérialisme continue son chemin dans l'esprit des Atlantes et avec lui arrive la soif de pouvoir, la corruption et les ambitions démesurées. Désormais, les Atlantes ne placent plus la vertu au-dessus des jouissances matérielles et c'est la vie luxueuse qu'ils menaient qui va les conduire à leur perte. Alors qu'ils réunissent toutes les armées atlantes pour attaquer et coloniser Athènes, Zeus, le souverain des dieux, les punit de sa foudre et le châtiment est terrible.
Il y eut des tremblements de terre et des inondations extraordinaires. Et dans l'espace d'un seul jour et d'une seule nuit néfaste, tout ce que vous aviez de combattants fut englouti d'un seul coup dans la terre. Et l'île Atlantide, s'étant abîmée dans la mer, disparut de même. Voilà pourquoi aujourd'hui encore, cette mer-là est impraticable et inexplorable, la navigation étant gênée par les bas-fonds vaseux que l'île a formés en s'affaissant. L'île de l'Atlantide, aussi riche et puissante soit-elle, a disparu en un jour et une nuit face aux forces de la nature. Je vous ai évidemment fait un résumé du dialogue de Platon, mais si vous voulez le lire en intégralité, je vous mets le lien vers le PDF dans la description. On va passer en revue toutes les interprétations qui ont été faites, toutes les théories, toutes les localisations, et une fois n'est pas coutume, je vous donnerai mon avis en fin de vidéo. C'est dans les deux dialogues de Platon que l'on trouve la toute première mention de l'Atlantide. Avant lui, personne n'en a parlé. D'ailleurs, dans les anciens textes, qu'ils soient grecs ou latins, on trouve très peu de références à l'Atlantide. Concrètement, le seul à en parler, c'est le géographe Strabon, 300 ans après Platon, qui ne fait que relayer des opinions. Dans ses écrits, on peut lire que le philosophe Posidonios pense que la tradition relative à cette île pourrait bien ne pas être une pure fiction. On peut aussi lire les doutes émis par Ératosthène ou par Aristote qui était l'élève de Platon. Pour eux, il ne s'agit que d'une fiction. En ce qui concerne les contemporains de Platon, qu'ils aient vécu un petit peu avant ou un petit peu après, lorsqu'ils parlent d'Atlantide, c'est pour faire référence à autre chose. Par exemple, Hérodote s'en sert pour désigner les habitants du mont Atlas. C'est un massif montagneux au nord de l'Afrique qui passe par le Maroc, la Tunisie et l'Algérie. Pour Diodore de Sicile, les Atlantes sont les sujets du titan Atlas, et Atlas a 7 filles qui s'appellent toutes Atlantides. On peut également évoquer Théopompe de Chios, qui ne parle pas directement de l'Atlantide, mais qui en fait une parodie un petit peu moqueuse en créant l'île imaginaire de Méropide. D'une manière générale, personne ne s'intéresse vraiment à cette histoire d'Atlantide dans les siècles qui suivent Platon. Il y a le philosophe grec Proclus qui en parle au 5e siècle après Jésus-Christ. Il dit que Crantor, un autre philosophe grec qui a vécu au 3e siècle avant Jésus-Christ, a vu de ses yeux l'histoire de l'Atlantide dans des inscriptions égyptiennes. Proclus était un philosophe néo-platonicien et il est très probable que ses propos étaient faits pour donner du crédit à l'histoire de Platon, mais en réalité ce n'est pas très crédible. De une, il ne fait que rapporter les propos potentiellement tenus par une autre personne. De deux, cette autre personne a vécu environ 700 ans avant Proclus. Et de trois, Platon dit dans son dialogue que le prêtre égyptien tenait le récit dans ses mains et ne parle absolument pas de gravure ni d'inscription. Bon, histoire de fignoler le tableau, on pourrait aussi ajouter que Crantor ne savait pas lire l'égyptien ni déchiffrer les hiéroglyphes. Comme ça, c'est plié. Il faudra attendre la Renaissance et Marsilius Ficinus pour que l'Atlantide revienne un tout petit peu sur le devant de la scène. Marsilius Ficinus est un poète philosophe italien qui a vécu au XVe siècle et qui a été le premier à traduire toutes les œuvres de Platon en latin. À partir de ce moment-là, l'histoire de l'Atlantide se diffuse tout doucement en Europe et il faut attendre le XVIIe siècle pour avoir les premières théories quant à sa localisation. Alors, pour éviter de se mélanger les jambons, on va procéder par zone géographique en prenant des travaux de différentes époques. On va commencer par le nord de l'Europe avec un auteur suédois du nom de Olof Rudbeck qui a écrit un livre sur l'Atlantide à la fin du XVIIe siècle et qui la situe en Suède. Forcément. Il défend aussi l'idée que le suédois est la langue première de tous les hommes. Bon, pour être franc, niveau argumentation, c'est pas la folie, et s'il situe l'Atlantide en Suède, c'est avant tout par nationalisme. C'est une idée qui est encore relativement présente aujourd'hui, et avec le renouveau de la mythologie nordique, il y a régulièrement un amalgame qui est fait entre les Atlantes et les Hyperboréens, autres civilisations prestigieuses évoquées par les philosophes grecs. Ces mêmes philosophes ne faisant pas de lien entre l'Atlantide et Hyperborée, je pense qu'il n'est pas pertinent de le faire à leur place. D'autres hypothèses la localisent un petit peu plus au sud dans la mer du Nord. C'est une idée développée par Jürgen Spanut en 1976. C'est un pasteur protestant qui a étudié l'archéologie et son hypothèse a été reprise par différents chercheurs indépendants dans les années 1990 comme les Français Jean Desruelles et Roger Mermet. L'hypothèse, c'est que l'Atlantide était un gigantesque polder situé au nord de la Hollande. Un polder, c'est une étendue de terre plus ou moins artificielle. Lorsqu'au niveau des côtes, un sol est marécageux, on peut poser des digues pour créer une zone que l'on va ensuite assécher.
L'objectif est d'agrandir la surface des terres émergées en empiétant sur la mer, et la Hollande a eu recours à cette pratique pendant plusieurs siècles pour gagner du terrain. L'Atlantide aurait donc été un polder dont toutes ces îles seraient les derniers morceaux de terre émergés. Juste à l'ouest de la mer du Nord, il y a une autre localisation possible. C'est une idée qui a été émise par Georges Poisson, un historien d'art français, et qui a été reprise en 2001 par le chimiste russe Zirov. En examinant la géologie, la climatologie et l'océanographie, Zirov démontra dans son livre qu'il y a plus de 12 000 ans, un archipel existait entre le plateau du Rocal et les îles Féroé. Sachant qu'à cette période, la mer était une centaine de mètres plus bas, Zirov est convaincu que c'est ici que se trouvait l'Atlantide. En 2003, Jacques Hébert publie ses travaux dans un livre nommé Atlantide, la solution oubliée. Pour lui, les Atlantes vivaient au large de la Somalie. Ouais, là on est un peu parti de l'autre côté de la planète. La conclusion de ses travaux est que la Somalie et l'île de Socotra sont les vestiges du continent disparu. On continue vers l'est avec l'hypothèse d'un auteur brésilien, Arizio Nunes dos Santos. Selon lui, l'Atlantide se situe en Asie du Sud-Est sur le plateau continental du Sunda. C'est un plateau qui supporte les îles de Sumatra, Java, Bali et Bornéo. Aujourd'hui, ce sont des îles totalement séparées, mais il y a un peu plus de 10 000 ans, c'était une seule et même terre. C'est à la fin de la dernière période glaciaire que le niveau de la mer est monté d'environ 150 mètres et a submergé les terres. On revient un petit peu plus à l'ouest avec une théorie qui localise l'Atlantide en mer Noire. Et non, je ne vais pas mettre l'extrait auquel vous êtes tous en train de penser. C'est la mer Noire. Ah, j'ai pas pu me retenir. En 1999, les géologues américains William Ryan et Walter Pittman, ainsi que le français Gilles Léry-Collet, avancent une hypothèse selon laquelle la mer Noire était jadis un lac d'eau douce qui aurait été rempli accidentellement par la mer Méditerranée. Cette hypothèse n'étant pas scientifiquement admise ni réfutée, Siegfried et Christian Schopp en ont profité pour développer une théorie autour de l'Atlantide dans leur livre Atlantis und die Sintflut. Pourquoi je prends cet accent ridicule, moi ? Leur hypothèse, c'est que l'Atlantide n'était pas une île, mais une civilisation qui vivait autour de ce lac d'eau douce avant d'être submergée par la mer Méditerranée et donner ainsi naissance au mythe du déluge. Bon, je vais prendre un dernier exemple et après on va passer à autre chose parce qu'en réalité, il existe autant d'hypothèses de localisation que de pays dans le monde. Je force un peu le trait évidemment, mais ça reste le même crayon. Il y a des théories sur l'Espagne, la Tunisie, les Phéniciens, la Sardaigne, bref, on pourrait y passer la semaine. Du coup, je vais prendre une dernière hypothèse un peu originale, l'Antarctique. C'est une théorie qui se base sur les travaux de Charles Hapgood, un universitaire américain qui a sorti en 1955 un livre appelé « Les mouvements de l'écorce terrestre » et qui est préfacé par Albert Einstein. Ça vaut son pesant de cacahuètes. Hapgood émet l'hypothèse que la croûte terrestre s'est déplacée de nombreuses fois au cours de l'histoire géologique en glissant sur le magma interne. Il n'est pas le seul à penser ça, il y a pas mal de géologues à son époque qui ont fait la même hypothèse, mais n'ayant pas reçu de confirmation, elle n'est aujourd'hui plus vraiment considérée. Hapgood pense que les pôles de la Terre ont varié de 15 degrés vers 9600 ans avant Jésus-Christ et que la croûte terrestre s'est déplacée. L'Antarctique, qui est aujourd'hui au pôle sud, aurait été beaucoup plus au nord, dans l'océan Atlantique, et aurait bénéficié d'un climat tropical. Lors de ce déplacement de l'Atlantide, des gigantesques raz-de-marée auraient provoqué des catastrophes à l'échelle planétaire, engendrant par la même occasion le fameux déluge évoqué dans pas mal de religions. C'est une théorie que je trouve intéressante, mais malheureusement elle est invalidée par les carottes de glace qui ont été prélevées sur l'Antarctique et qui estiment que ce continent est recouvert de glace depuis au moins 800 000 ans. D'ailleurs, cet élément décrédibilise pas mal les propos d'un certain Edgar Cayce. C'est un médium américain qui a publié au début du XXe siècle plus de 14 000 lectures. Alors ce qu'il appelle des lectures, ce sont des informations qu'il reçoit lorsqu'il rentre dans un état d'hypnose. Ça parle de réincarnation, d'astrologie, de Jésus, de loi universelle et de l'Atlantide. Selon Cayce, la société atlante était divisée en deux courants de pensée. Les fils de la loi de 1 prônaient une vie spirituelle et altruiste, alors que les fils de Bélial ne voulaient satisfaire que leur appétit égoïste, quitte à nuire à son prochain. Cayce dit également qu'à notre époque, beaucoup de personnes sont la réincarnation atlante et qu'ils doivent maintenant faire face aux mêmes tentations qu'à l'époque de l'Atlantide.
En 1939, Casey fait une prédiction. L'homme va retrouver les vestiges de l'Atlantide en 1968 ou 1969. Elle se trouve devant les îles Bimini et tous ces petits morceaux de terre émergés sont en réalité les restes du continent disparu. Alors 68-69, j'étais pas là, je vous l'accorde, mais il me semble pas qu'on ait retrouvé l'Atlantide. Après j'ai peut-être raté l'info. Comme je vous le disais en début de vidéo, une fois n'est pas coutume, je vais vous donner mon avis sur cette histoire. Platon n'est pas un historien, ce n'est pas un géographe, c'est un philosophe. Son œuvre doit donc être considérée pour ce qu'elle est, de la philosophie. Pour moi, l'Atlantide, c'est de la fiction. Platon faisait régulièrement des allégories pour rendre plus compréhensibles des propos abstraits. D'ailleurs, j'ai écrit un article sur son allégorie de la caverne sur le blog Mysteria, je vous mets le lien en description, je pense que c'est quelque chose qu'il faut absolument lire. L'objectif de son allégorie est d'avertir ses concitoyens des risques de décadence liés à leur mercantilisme, leur matérialisme et de prévenir la corruption de la classe politique. Pour rendre sa démarche plus crédible et ses avertissements plus frappants, il avait besoin de créer un contexte narratif très imagé et surtout hors de la Grèce. Le fait que l'Atlantide n'ait jamais été mentionnée avant Platon me laisse penser qu'il a inventé cette histoire de toutes pièces. Et il y a autre chose que je trouve un peu curieux, personne ne s'est préoccupé de cette île avant la Renaissance. Je pense que les contemporains de Platon avaient compris qu'il s'agissait d'une allégorie, mais l'information s'est un petit peu perdue avec le temps. Je dis un petit peu parce que déjà en 1779, un antiquaire italien du nom de Giuseppe Bartoli disait que l'Atlantide était un récit métaphorique pour sensibiliser les Grecs sur leur comportement guerrier et matérialiste. Finalement, c'est au cours du XXe siècle que ce mythe a eu le plus grand succès et qu'il a fait couler le plus d'encre. En plus de ça, la source de ce récit, tel que Platon l'a décrit, est franchement catastrophique. Un prêtre égyptien qui raconte une histoire à un mec, qui la raconte à son pote, qui la raconte à son petit-petit-fils, qui lui la raconte à un autre mec, Platon qui couche tout ça sur papier, et ça concerne des événements qui se sont déroulés 9000 ans avant eux. En termes de sources, on a quand même vu mieux. Bon, dans l'absolu, je ne suis pas totalement fermé à l'idée que cette île ait vraiment pu exister, vu que Platon précise au début du texte qu'il ne s'agit pas d'une fiction, et que ça par contre, c'est pas dans ses habitudes. Par contre, si on prend le texte au premier degré et qu'on essaie de localiser cette île, il y a un truc que je ne comprends pas dans la plupart des travaux que j'ai évoqués dans cette vidéo. Platon dit que cette île se situe dans l'océan Atlantique, au-delà des colonnes d'Héraclès. Alors les colonnes d'Héraclès sont ici, là ce sont les Grecs et l'océan Atlantique est ici. L'Atlantide est censée être située dans l'océan Atlantique, alors pourquoi certains pensent l'avoir localisée en Suède, au nord de la Hollande ou en mer Noire? C'est la mer Noire? J'arrive pas à me retenir. Désolé, je n'arrive pas à me retenir avec cet extrait, c'est fou ça. Quand on veut résoudre une énigme, il faut commencer par écouter les indices, voilà ce que j'en pense. Si vous voulez soutenir mon travail, j'ai un compte Tipeee, vous trouverez le lien dans la description. Et si vous aussi vous pensez avoir localisé l'Atlantide, dites-moi où elle se trouve dans les commentaires. Ciao.